On voit le compteur qui monte. Oui. On va attendre quelques secondes qu'il se stabilise un petit peu. Je crois que c'est OK. Pour démarrer, ouais. Bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à la présentation du master spécialisé management des marchés de l'énergie, Cegos Supélec. Vous êtes déjà suffisamment nombreux pour que nous démarrions. Donc, ce webinaire sera animé par Marc Petit, que vous voyez à l'écran, responsable pédagogique côté Supélec, moi-même, Gaëlle Menin, responsable pédagogique côté Cegos, Nicoletta, conseillère formation et qui pourra notamment répondre aux questions liées au financement. Et nous aurons également la présence de Malik, qui est étudiant sur la promotion actuelle et qui nous rejoindra aux alentours de 10h15, 10h20 pour à la fois témoigner et répondre à quelques-unes de vos questions. Et nous vous proposons de démarrer immédiatement avec finalement pourquoi cette formation. Donc, bonjour à tous. Donc en fait, cette formation, elle est proposée maintenant depuis une 12-13 ans à peu près. Hein. Elle a démarré en 2008, 2009. Aujourd'hui, cette formation, elle s'inscrit dans le cadre qui va être explicité ici sur cette figure, donc principalement de la transition énergétique. Alors la transition énergétique, bon, bah, vous en avez tous entendu parler, mais ça se traduit entre autres par une forte électrification aussi bien des usages que de la production d'énergie. C'est aussi marqué par la libéralisation de différents secteurs énergétiques, dont le secteur de l'énergie électrique. Et on se retrouve avec un certain nombre d'acteurs qui sont confrontés à des problématiques d'optimisation de leurs achats d'énergie. Donc on a à la fois des acteurs consommateurs et puis aussi des acteurs dits fournisseurs qui doivent faire les meilleures offres pour ces consommateurs, quoi. Vous avez tous entendu parler de quelques problématiques, hein, le renchérissement du coût de l'énergie, problématique assez forte depuis quelques mois. Les questions aussi de taxonomie concernant l'énergie verte, et puis de savoir si des énergies comme le nucléaire ou le gaz pouvaient quelque part un petit peu en faire partie, dans le sens où, alors verte plutôt énergie bas carbone. On voit qu'a priori la Commission européenne semble aller dans ce sens-là. Voilà, donc la problématique énergétique est assez large. Alors la formation qui est proposée vise à répondre à tous ces enjeux-là, avec en plus, au-delà de la question purement énergétique, libéralisation, etc., notre souhait était de construire une formation autour de problématiques même d'ingénierie d'affaires, c'est-à-dire de vous permettre d'occuper des postes d'ingénieur d'affaires dans le cadre de problématiques énergétiques. Alors la formation, elle est organisée finalement en deux volets. Donc vous avez un volet ingénierie d'affaires que vous voyez ici avec les bulles claires, dont je laisserai Gaël vous en parler juste après. Et puis tout un volet sur des problématiques techniques, marché liées à l'énergie. Donc les bulles rouges, donc en deuxième niveau. Donc si on jette un petit coup d'œil sur ces différentes bulles, ça vous donne en fait un aperçu des sujets traités dans la formation. Donc un sujet important sur les réseaux électriques, puisque transition énergétique, c'est une électrification forte des composantes énergétiques. Donc ça met en fait l'infrastructure physique du réseau, des réseaux en première ligne. Donc il est important de bien comprendre en fait comment fonctionnent ces réseaux et dans quelle mesure les limites physiques vont intervenir dans la limitation de certains échanges qui pourraient se faire entre différentes zones, différents pays, différents acteurs.
Ensuite, un volet sur les marchés électriques pour comprendre un peu la complexité de ces marchés électriques, parce qu'il n'y a pas un marché électrique, mais c'est bien des marchés électriques. Et ces marchés électriques visent à, à, à permettre en fait une certaine fiabilité du système. Et donc, il est important que ces marchés électriques, leur construction finalement, correspondent bien au comportement physique du réseau, quoi. Et donc, nous expliquerons un petit peu la structure, l'organisation de ces marchés, des marchés dits long terme, où vous pouvez acheter des produits énergétiques pour une année et plusieurs années à l'avance, jusqu'à des marchés de temps réel, les marchés intraday, des marchés d'équilibrage, etc. Donc, je dirais c'est extrêmement complexe. Et cette complexité, elle est quand même quelque part liée aux caractéristiques physiques du réseau électrique et de ce besoin d'équilibrage à chaque instant entre l'offre et la demande. Ensuite, un volet sur la production électrique, production et en fait même caractérisation de la consommation aussi, puisque les caractéristiques de la production, les coûts de production sont des éléments clés pour garantir cet équilibre offre-demande. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver sur le net un certain nombre d'articles qui expliquent en fait le pourquoi des prix extrêmement élevés actuellement, ces prix étant en fait liés entre autres au coût du gaz. Et donc vous voyez tout de suite apparaître aussi, on va dire, l'interaction, l'interconnexion entre les différents marchés énergétiques et en même temps les questions géopolitiques, puisque le prix du gaz est quand même lié à la géopolitique. Ensuite, un volet énergie renouvelable, que ce soit entre autres du solaire photovoltaïque, mais aussi un peu de solaire thermique, de l'éolien. On peut aborder onshore, mais aussi l'offshore se développe. Aussi, on verra après, là ça va me ramener sur l'énergie alternative, c'est-à-dire en fait des questions liées à l'hydrogène, hein, qui sont des questions fortes aujourd'hui, puisque dans l'électrification ou dans la décarbonation, l'idée c'est que tout ce qui ne peut pas être facilement électrifié, ce serait de passer par le vecteur énergétique hydrogène, sous réserve bien sûr d'être en mesure de faire de l'hydrogène bas carbone. Et aussi la biomasse. Ensuite, sur les énergies fossiles, hein, qui reste un élément important, un déterminant important du prix global des énergies. On le voit avec les tensions sur le marché du gaz qui impactent directement les marchés électriques. Donc, c'est à la fois les questions sur le gaz, mais les questions sur le pétrole et sur le charbon, hein, puisque dans le monde, un certain nombre de pays ont encore quand même utilisent beaucoup les centrales charbon. Et pour certains, je dirais, quand vous avez du charbon sous vos pieds, c'est pas forcément le plus facile pour eux et le plus économique de passer à une autre source énergétique. Ensuite, les questions d'efficacité énergétique à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau bâtiment, au niveau industriel. Donc, c'est avec des objectifs de réduction en fait, de la consommation énergétique, donc une meilleure efficacité. Un volet qui est important au-delà de l'efficacité énergétique, le volet pilotage de la demande, c'est-à-dire avoir une consommation qui s'adapte un petit peu plus à la production et aux contraintes physiques qu'on peut avoir sur les infrastructures. Et le pilotage de la demande, alors dedans va se cacher du stockage, hein, puisque la demande pilotable, c'est une demande qui a une caractéristique intrinsèque de stockage. Donc, alors, ça peut être constitué d'éléments de stockage spécifiquement, mais pas seulement. Voilà. Donc, et ce pilotage de la demande, bon, le but étant d'être en mesure d'exploiter en fait les infrastructures physiques, donc les réseaux, au plus proche de leurs limites physiques, quoi, pour éviter d'avoir à trop dimensionner pour quelques heures par an, quoi. C'est la problématique qu'on a. Et cette demande pilotable, eh bien, elle se valorise sur les marchés électriques, d'où le besoin de bien comprendre ces marchés électriques pour comprendre comment on peut valoriser une demande pilotable
C'est ce que font aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs qu'on appelle des agrégateurs. Donc, ces opérateurs d'agrégation, vous en avez un certain nombre, on va dire, si on prend l'exemple de la France, qui opèrent, que ce soit des entités indépendantes ou que ce soit des entités rattachées à des acteurs plus gros. Donc voilà pour toute la dimension énergie et marché. Et puis donc la formation se construit aussi avec un objectif d'ingénierie d'affaires. Et donc je vais laisser Gaël vous expliquer un petit peu les différentes composantes du programme. Alors, on va commencer par celle du haut, le marketing. L'objectif ne sera pas de faire de vous des marketeurs, c'est rarement le débouché attendu par nos étudiants, mais en revanche, de vous permettre de maîtriser les outils de marketing opérationnel pour communiquer auprès de la cible finale, finalement, sur votre offre. Ça sera la partie marketing. On a un volet plan d'action commerciale. Là, l'objectif, ce sera vraiment de travailler sur finalement comment je construis mon action commerciale auprès de mes cibles. Un gros volet gestion de projet, dans la mesure où finalement, quel que soit le débouché que vous choisissez, vous aurez besoin de maîtriser des fondamentaux de gestion de projet, quelle que soit la taille des projets que vous allez gérer d'ailleurs. Financement, alors plus que financement, dans cette dimension-là, on va être sur vraiment de l'analyse financière également. Alors sans être des grands spécialistes, l'objectif est vraiment de pouvoir vous aider à travers ce module. Je pense à ceux qui vont devoir créer un business model, pourquoi pas créer une entreprise, à vraiment toutes les questions qui sont liées au financement, sachant que généralement, dans le milieu de l'énergie, c'est hautement capitalistique, donc la question du financement est majeure. Très lié à ça, on a la question du droit des contrats, que ce soit du droit français, du droit européen, ce qu'on peut faire et pas faire. Et donc là, l'objectif, c'est aussi, encore une fois, sans faire de vous des juristes parfaits, vous aider vraiment à chaque fois à vous poser les bonnes questions qui vont ensuite vous aider à aller les poser à vos spécialistes en interne. On va ensuite trouver des modules qui sont très centrés savoir-faire. Le premier, la négociation. Vous aurez tous besoin de négociation, que vous soyez en termes de gestion de projet, chef de projet, que vous soyez acheteur, que vous soyez ensuite plutôt ingénieur d'affaires. Et très lié à ça, tout le processus finalement d'entrée en communication avec le client, c'est le module engagement d'affaires. Dernier module, quand je dis dernier module, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est le dernier module présenté ici. Module appel d'offres. Alors, quand on parle d'appel d'offres, on peut penser naturellement aux gros appels d'offres que peut faire l'État sur la construction de centrales éoliennes offshore, par exemple, aujourd'hui. Mais finalement, l'appel d'offres, on va le retrouver sur plein de dimensions. On va le retrouver sur l'achat d'énergie, hein, tout simplement. Dans le domaine du tertiaire, avec le décret tertiaire qui, depuis 2020, contraint toutes les entreprises du tertiaire à réduire énormément leur consommation énergétique, on va aussi avoir de plus en plus d'appels d'offres sur vraiment ces questions d'efficacité énergétique. Voilà pour les modules ingénierie d'affaires. Alors on va passer au domaine d'activité, au secteur d'activité. Voilà, donc sur les secteurs d'activité, on va bien sûr y retrouver, on voit qu'on est quand même dans une phase d'électrification de plus en plus forte, donc forcément, on y retrouve un certain nombre de secteurs liés à la production, à la distribution d'électricité, aussi pas mal d'activités au niveau des fournisseurs d'énergie, alors fournisseurs, acheteurs, donc acheteurs industriels, acheteurs, mais les fournisseurs sont les deux. Finalement, les fournisseurs sont à la fois des acheteurs parce qu'ils ont besoin de se sourcer auprès de producteurs, se sourcer sur les marchés, et les fournisseurs sont en interaction avec les clients, quoi, donc que ce soit des clients individuels ou que ce soit des clients de type entreprise, quoi. Après, on observe, alors beaucoup c'est un secteur important autour de l'énergie électrique, mais
aussi au niveau du gaz, hein, par exemple, on a parlé d'hydrogène tout à l'heure, hein. Donc c'est un élément important. Après, au niveau de aujourd'hui les acteurs, finalement, si on prend les acteurs fournisseurs, certains venaient initialement du monde plutôt fourniture d'électricité, d'autres fournitures de gaz. On observe quand même que tous ces acteurs-là aujourd'hui de plus en plus font les deux, quoi. Et puis aussi certains acteurs dans le domaine de la chaleur. Hein, faut pas oublier les réseaux de chaleur qui sont des composantes importantes, avec des infrastructures différentes. Mais ensuite, des possibilités chez les équipementiers, fournisseurs de solutions, équipementiers électriques, mais pas seulement. Ça peut être très bien des équipementiers plutôt IT. Aujourd'hui, on parle beaucoup de données, en fait, hein, de mesurer de la donnée, analyser de la donnée, hein, pour essayer d'optimiser le fonctionnement des infrastructures. Donc les gestionnaires de réseau. Donc là, c'est par exemple les gestionnaires de réseau de transport, de distribution. Hein. Si à l'échelle de la France, on pense à RTE, on pense à Enedis ou d'autres opérateurs de réseau encore. Dans le secteur du financement, on le voit nous au travers des candidatures et des personnes qu'on reçoit dans la formation. On a quelques personnes qui travaillent en fait dans le financement de projets de production. Alors bien sûr, beaucoup de financement autour de projets de production renouvelables, mais pas seulement. Aussi dans le domaine du service. Alors ici, service, par exemple, tout ce qui touche au pilotage de la demande, à la valorisation de ce qu'on appelle des flexibilités. Voilà, ça fait partie des services puisque ça permet à une entreprise de réduire un petit peu sa facture énergétique dans la mesure où elle va être en mesure de donner un peu de la souplesse à son processus industriel. Et ça a une valeur sur les marchés énergétiques, en particulier sur les marchés électriques. Donc là, vous avez ces acteurs, opérateurs d'agrégation qui vont faire l'intermédiaire entre les entreprises et puis les marchés, puisque bon, généralement, il faut souvent un peu des tailles critiques, un peu, je dirais, pour pouvoir être acteur sur ces marchés. Donc, il y a besoin en fait d'agréger différentes ressources. Aussi, on constate des débouchés dans le domaine du secteur du conseil. Conseil en termes de services énergétiques, par exemple, conseil en termes d'achat d'énergie. Voilà. On verra quelques exemples un petit peu plus loin, quoi. Donc ici, vous retrouvez un peu les grands objectifs de la formation. Le premier point concernant cette maîtrise en fait, des marchés de l'énergie, donc pour optimiser la gestion énergétique, pour aussi se déployer effectivement, hein, puisque les problématiques énergétiques et les acteurs qui interviennent ne sont pas que franco-français. Hein. Vous avez au moins à minima la maille européenne et aussi la maille mondiale avec des zones du globe où il y a des besoins forts. On pense entre autres à l'Afrique, mais aussi à certaines parties en Asie, bien sûr. Donc, après, vous pouvez avoir d'une zone à l'autre certaines caractéristiques différentes en termes sur la façon dont le secteur se libéralise, sur la réglementation, donc la réglementation qui va être un élément important, la réglementation locale. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est la nature physique, c'est le comportement physique. Hein. Les lois de la physique, elles ne changent pas, hein, il n'y a pas de frontières pour les lois de la physique. Donc ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, les problématiques de réglementation, ça, c'est pour regarder un petit peu plus localement. Mais si on prend l'exemple de l'Afrique, on observe quand même que la réglementation liée à l'énergie, elle a tendance même à s'inspirer un petit peu de ce qui se fait en Europe, dans la mesure où il y a quand même des liens historiques entre les pays d'Afrique et puis l'Europe. Ensuite, la volonté pour vous permettre d'acquérir en fait une connaissance suffisamment solide de cet environnement technique et technologique, donc lié à l'énergie. Tout ça toujours pour favoriser la bonne compréhension en fait, des marchés et des limites physiques associées. La maîtrise des mécanismes économiques, voilà, et donc pour la partie ingénierie d'affaires, vraiment vous permettre de développer des techniques d'approche client, une expertise en termes de négociation.
et puis vous permettre aussi de construire une vision stratégique pour vous, pour l'entreprise dans laquelle vous serez, pour essayer d'anticiper, d'imaginer ce que pourront être les nouveaux services et être en mesure de proposer des nouvelles solutions et pas simplement, je dirais, être suiveur, quoi. Voilà, donc ensuite, donc là, on retrouve sur le programme donc, les 4 axes de la formation. Donc, une formation qui est structurée en 4 axes, plus sur la formation en termes de cours, plus un 5e pilier important qui est la mission en entreprise, dont on aura l'occasion de reparler. Donc, sur les axes de la formation, il y a 2 axes, un plus technologie, l'énergie, un second plus organisation des marchés. Donc, la partie technologie, tout ce qu'on évoquait, les systèmes électriques, le stockage, la gestion de la demande, des problématiques liées à l'hydrogène, des problématiques liées aussi à tout ce qui est émissions des gaz à effet de serre, les droits d'émission, etc. Et puis sur la partie organisation de marché, bien sûr la libéralisation, la régulation, et puis les marchés et les achats. Et pour les 2 points suivants, je vais laisser Gaëlle. Oui, et puis finalement, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Ce qui est peut-être important de préciser par rapport à ces 4 axes, c'est qu'ils ne vont pas être répartis en blocs tout au long de l'année, et ces axes vont être mixés, même s'il y a une logique progressive. Donc, on va commencer par exemple remettre à niveau sur la compréhension de l'électricité des systèmes électriques, mais en fait, globalement, à chaque période de 3 jours de cours, vous aurez un mix des 2 premiers axes et des axes suivants, de façon à avancer petit à petit et éviter d'avoir 3 jours très techniques ou 3 jours uniquement comportementaux, par exemple. Et dernier point important par rapport à ces axes de formation, sur les cours qui demandent un peu plus de savoir-faire comportementaux, notamment la négociation, l'engagement d'affaires, et d'autres cours, vous serez également en demi-groupe pour favoriser beaucoup plus la mise en pratique et l'interaction dans les groupes de travail. Voilà, donc ensuite sur la diapo suivante. Voilà, donc ici vous avez en termes d'intervenants, donc sur l'ingénierie d'affaires, ce sont des consultants de la Ségos, et sur la partie énergie, il y a quelques cours qui sont assurés par des personnes, des enseignants-chercheurs de Centrale Supélec, donc en particulier sur la partie plus technologie de l'énergie et plus la partie connaissance du réseau électrique, du système électrique, du technique. Aussi un collègue sur la partie régulation du secteur de l'énergie. Mais en fait, globalement, on donne la parole. En fait, notre but est de faire intervenir des intervenants d'acteurs économiques. Donc là, vous avez en fait quelques exemples d'entreprises dont sont issues les personnes qui interviennent. Donc vous y retrouvez certains acteurs bien connus, on va dire. Vous avez aussi des acteurs comme Epexpot, donc qui gère un certain nombre de marchés, qui est un opérateur de marché. Vous avez le régulateur français, donc la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Vous avez par exemple l'UGAP, donc la centrale d'achat de l'État, Engie, etc. Des acheteurs industriels, des développeurs et des exploitants d'unités biomasse, ça va être Bioma, etc. Ensuite, concernant les missions, les débouchés, on va retrouver bien sûr un peu ces entreprises-là et beaucoup plus large parce que là, donc là vous en avez un certain nombre. Hein, vous voyez, EDF, RTE, Enedis, Engie. On a beaucoup pour les missions en entreprise, beaucoup de missions ces dernières années chez Engie, hein, entre 5-6 personnes chez Engie.
Speed, GE, Siemens, donc vous voyez des équipementiers, vous voyez aussi des opérateurs, des agrégateurs, je pense à Activity, quelque part un peu Agrico, donc on retrouve Pexpot, des entreprises, vous voyez, comme Vinci, Bouygues, au travers de leur division énergie. Vous avez Total Énergie, j'ai oublié de corriger. Vous avez donc aussi Eni comme fournisseur, enfin un certain nombre de fournisseurs, hein, vous voyez là, Valoris Énergie, Eni, voilà. Bon, faut savoir que les fournisseurs d'énergie, il y en a beaucoup, hein, j'aurais pu citer aussi Siplec, centrale d'achat de Leclerc, enfin bon, il suffit d'aller sur le site de la Commission de régulation de l'énergie, il y a quasiment une centaine de fournisseurs d'énergie qui opèrent à l'échelle nationale, et il y en a un certain nombre qui ont accueilli qui ont recruté aussi des personnes dans le cadre du master spécialisé. Donc ensuite, bon, là, quelques éléments. Donc depuis quelques années, on est premier effectivement au classement et d'Universal en termes de master liés à l'énergie. Globalement, une forte employabilité effectivement en CDI. Donc on a quasiment soit les personnes ont trouvé un poste dès la fin de la formation. Pour une grande partie, leur premier poste est souvent dans la continuité de leur mission en entreprise. Pour d'autres, après, ils peuvent être amenés à aller faire autre chose, hein, ça c'est leur choix. Mais je dirais, après, tout le monde a trouvé dans les 3 mois ou vraiment au plus tard, ça dépasse guère 6 mois, quoi. Mais 6 mois, oui. Hier, on est à peu près à quasiment 90% des personnes qui ont trouvé à moins de 3 mois, quoi. Et donc, une formation qui est construite, certes, autour de l'énergie, mais avec la volonté de quelque chose d'assez opérationnel par le volet de l'ingénierie d'affaires. Donc, il ne s'agit pas en fait d'avoir quelque chose qui soit exclusivement, on va dire, théorique, conceptuelle. Il s'agit quand même de favoriser l'employabilité et de vous permettre d'atteindre un certain nombre de postes et donc de vous donner tous les outils pour être le plus opérationnel possible. Et en termes d'intervenants, on a quand même, il faut reconnaître qu'on a la chance, en étant en région parisienne, de pouvoir faire appel à des intervenants localisés en région parisienne, parce que bon, c'est la France, c'est comme ça en France, le tissu économique est quand même un peu centré sur la région parisienne, de pouvoir faire appel à des intervenants de haut niveau, un certain nombre d'acteurs. Et donc, c'est pour vous l'occasion de commencer à vous construire un réseau dans ce domaine de l'énergie. Ensuite, donc là, vous voyez, en termes de débouchés, vous y trouvez un certain nombre d'entreprises dont certaines ont été citées précédemment, avec des intitulés de postes qui, en fait, sont issus des profils LinkedIn d'anciens du master, hein, donc, tout simplement. Donc, on peut y voir pas mal de personnes dans le domaine de l'achat d'énergie. Achat-vente, toujours pareil, hein, ça dépend si vous êtes côté client consommateur ou côté fournisseur. Donc, des acteurs industriels. Par exemple, ici, vous avez Tereos et Le Safre en tant qu'acheteurs. Vous avez en termes de fournisseurs, il y a Total, il y a Engie aussi, il y a Siplec, voilà. Et puis ensuite, côté équipementier, vous avez ici Siemens, Ingeteam, qui est une entreprise plus espagnole. En termes de services autour des questions énergétiques, là, vous avez Activity, donc, qui est un agrégateur.
De même pour côté Total Flex, pareil. Et puis, côté, bon, pas mal aussi de personnes côté EDF. Entre autres, là, j'ai mentionné Easyvia, donc il a une filiale liée à la mobilité électrique. Voilà, aussi Contour Global, donc une personne qui est en charge de problématiques de financement. Voilà. Donc, ouais. Au global, c'est à peu près une liste d'entreprises. Si on prend des entreprises qui ont pu recruter ou qui ont pu accueillir des personnes dans le cadre de la mission d'entreprise, c'est à peu près 70-80 entreprises différentes, quoi. Donc, et ça va d'entreprises de taille plus petite à des entreprises, bien sûr, extrêmement importantes, quoi. Donc ça sera Alors, dans un quart d'heure. voilà, ça, on va attendre un petit peu parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, Malik est en cours, donc il interviendra pendant la pause du cours. Et donc, on va passer à la procédure de recrutement. Et donc, on va laisser Nicoletta vous présenter en fait les différentes étapes de ce process de candidature. Alors, par rapport à la procédure de candidature, il y a 5 étapes à suivre. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un changement de plateforme de la candidature. Pour vous inscrire en ligne, il faut utiliser le QR code qui s'affiche sur votre présentation ou aller directement sur la page web de la formation. Ensuite, deuxième étape, il faut compléter votre dossier. Pour que ce soit complet et validé, vous devez bien valider toutes les étapes, c'est-à-dire compléter vos informations concernant votre identité, votre expérience scolaire et professionnelle. Il faut indiquer 2 adresses email de référent. Une adresse email, ça pourrait être votre maître de stage ou un référent professionnel. Et enfin, il faut payer les frais du dossier qui est un montant de 150 €, soit par carte bancaire, soit en virement. Alors, après, les responsables pédagogiques vont étudier votre dossier de candidature. Une fois votre dossier validé, un entretien d'admission sera mis en place en distanciel. Ensuite, les résultats seront communiqués après chaque jury d'admission. Il faut voir par rapport aux dates sur le site de candidature. La date limite du dépôt de candidature pour la prochaine session sera le 24 janvier et la décision sera prise le 8 février. Mais il y aura bien évidemment d'autres sessions à venir. Vous aurez un accompagnement sur le financement et la partie administrative jusqu'à la rentrée. Alors, concernant le financement, il y a plusieurs dispositifs qui correspondent à chaque catégorie d'étudiants. Pour les gens diplômés, on a la solution du contrat de professionnalisation qui est valable jusqu'à 26 ans. Il y a une rémunération fixe et les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Si ce n'est pas possible, il y a toujours la possibilité de stage alterné et bien évidemment le financement personnel. Pour les salariés, si vous avez l'accompagnement de l'entreprise, il y a le moyen du plan de développement de compétences. Vous pouvez mobiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. Si vous n'avez pas l'accompagnement de votre entreprise, il y a toujours, comme indiqué, la solution du CPF ou la solution, les moyens du projet de transition professionnelle. Et bien sûr, le financement personnel. Si vous êtes un demandeur d'emploi, vous pouvez mobiliser votre CPF ou il y a aussi en fait, la solution du contrat de professionnalisation qui est à partir de 26 ans. Si vous avez des questions par rapport au financement, je vous invite à revenir par email vers le responsable pédagogique pour qu'on puisse en fait vous donner une solution adaptée à votre problématique.
Alors, les questions sur le financement, vous pouvez contacter directement Morgane Jaunet. Il doit y Morgane. avoir peut-être ses coordonnées à la fin, hein. Voilà. Oui. Oui, plus que nous-mêmes, qui les connaissons globalement, mais qui ne sommes pas des spécialistes des arcanes du financement, même si nous en connaissons le fonctionnement. On peut commencer par traiter quelques questions avant que Malik nous rejoigne pour un témoignage. Alors, pour l'instant, j'ai 4 questions qui sont mises dans le chat. Alors, j'en ai une qui concerne le profil. Est-ce que forcément on doit être ingénieur? Alors, non, pas forcément. On a en moyenne 2 bons tiers des étudiants qui ont un profil ingénieur, entre 65 et 80% selon les années. Le restant peut venir, si on regarde cette année, par exemple, on a des étudiants qui viennent du domaine commercial, enfin, qui ont un profil commercial, certains qui ont un profil financier, d'autres économiques. Donc, c'est bien évidemment ouvert à d'autres personnes que le profil ingénieur. Et ça va vraiment finalement être dans l'entretien d'admission qu'on va pouvoir apprécier la qualité de votre candidature. Et notamment, ce qu'on va regarder, c'est si votre projet est bien charpenté et si vous êtes aussi en capacité de revenir à des cours et à absorber de la matière technique essentielle, comme l'a bien expliqué Marc, à la compréhension des enjeux et des contraintes liées au marché de l'énergie. Donc, en termes de recrutement, on a à peu près 2 tiers à 3 quarts de profil ingénieur, quoi. C'est à peu près ce qu'on observe, sachant que ce n'est pas forcément profil ingénieur dans le domaine de l'énergie électrique, quoi. Après, les autres profils, c'est école de commerce, c'est Sciences Po, par exemple, voilà. Gestion. Alors, il y avait une question aussi, je vois, est-ce que pour les missions, avez-vous des opportunités en lien avec l'Afrique? Ça peut arriver parce que dans le sens où vous avez un certain nombre d'entreprises françaises ou étrangères, en tout cas basées en France, qui ont des projets sur l'Afrique et donc il peut y avoir des opportunités comme ça, quoi. On a déjà eu par le passé des personnes dont la mission était liée à des problématiques en Afrique. C'est tout à fait possible. Ensuite, est-ce que la mission est définie par l'école ou par l'entreprise? Alors, en fait, déjà plusieurs choses. Quand vous faites votre choix d'entreprise, c'est bien d'en parler avec nous parce que le choix d'entreprise que vous faites va quand même impacter ce que pourra être la mission, quoi. Donc, il y a la mission, puis la façon dont ça pourra se passer, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous financez la formation avec un contrat de professionnalisation, vous avez parfois tendance à vouloir sécuriser le financement de la formation et à ne pas suffisamment analyser l'intérêt d'une mission que vous pouvez trouver par rapport à la formation que vous allez suivre, quoi. Et que vous avez des fois tendance je dirais pas à vous jeter sur le premier contrat pro, première entreprise qui est prête à vous recevoir, alors que parfois les missions qui sont proposées ou qui sont envisagées ne vont pas vous permettre de pleinement exploiter le contenu du master. Et ensuite, parce que cette mission, effectivement, elle est évaluée comme c'est tel que posé dans la question, et elle donne lieu à la rédaction d'un mémoire et d'une soutenance, quoi. Et le mémoire vise le but, c'est d'être en mesure de développer une problématique, quelque part, de poser une question relative quand même à ce que vous avez fait pendant votre mission, en lien avec la formation, et ensuite développer une argumentation pour répondre à cette question, quoi.
Donc, on s'aperçoit que des fois, quand vous êtes sur des missions qui sont un petit peu borderline par rapport au contenu de la formation, eh bien, vous avez du mal à trouver la question à poser et la problématique avec la problématique et le déroulé de la réponse, quoi. Donc, il faut bien effectivement se projeter. Il ne faut pas se projeter que sur le début en disant voilà, j'ai un financement, je suis content. Non, il faut se projeter sur la mission, sur la problématique que vous allez pouvoir développer dans le cadre du mémoire ultérieurement, quoi. Et pour compléter, oui, les résultats de la mission sont évalués, hein. Bien sûr. On demande à votre tuteur de nous faire une évaluation. Mm. Et que dans la majeure partie des cas, c'est positif, hein, en demeurant. Alors, est-ce que les relevés de notes oui, peuvent être difficiles à avoir? Existe-t-il d'autres moyens? Oh, on n'a jamais complètement bloqué quelqu'un qui n'avait pas tous ses relevés de notes. Oui. Euh, faites le maximum là-dessus, mais si vous n'obtenez pas tout, c'est pas un point bloquant. Alors, je continue dans les questions. Bonjour, si on est dans notre dernière année en école d'ingénieur, enfin de manière générale dans votre dernière année de formation, peut-on candidater dans cette session? Oui, oui, vous pouvez tout à fait candidater. Et si vous êtes admis, en fait, ce que vous avez, c'est une admission sous réserve d'être diplômé de la formation que vous êtes en train de terminer, quoi. Alors, il se peut des fois que la diplomation officielle de la formation que vous faites se fasse après le démarrage de la formation. Ce qui veut dire que, in fine, si vous entrez dans la formation, eh bien, votre diplomation du master spécialisé sera toujours conditionnée à ce qu'on ait bien reçu l'ensemble des papiers qui certifient que vous avez été diplômé de la formation d'avant, quoi, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez tout ce qu'il faut, en gros, dès que vous avez votre diplôme, il ne faut pas hésiter à il faut le renvoyer au niveau de l'école. Comme ça nous permet d'avoir un dossier complet, quoi. Alors, je continue en alternance sur les questions. Pour la langue, je maîtrise l'anglais, le français moins. Je comprends le français, mais j'ai un peu de difficulté pour communiquer. Bah, ce sera apprécié, mais ça peut être un point gênant, clairement, hein, dans la mesure où tous les cours vont être en français. Donc, Alors, les il cours faut sont à en la français, fois. vous avez certains supports parfois qui peuvent être en anglais, hein, ça dépend, parce que les intervenants, bon, ils sont amenés souvent à faire des présentations soit en français, soit en anglais, donc ils ne vont pas forcément toujours tout retraduire. Et puis de toute façon, il y a aussi un certain nombre de sources utilisées qui peuvent être en anglais, donc autant les laisser telles quelles comme ça. Mais c'est vrai que les cours en soi sont en français, quoi. Ouais. Donc, et comme vous allez aussi pas mal faire de travaux de sous-groupe, hein, qui seront en français, être quand même un minimum à l'aise avec le français est un prérequis. Alors, je continue. Alors ensuite, une question, là, je suis en Côte d'Ivoire, fortement intéressé par la formation. Donc après, bien sûr, il y a une question de financement. Effectivement, quand vous venez de l'étranger, vous n'êtes pas éligible au contrat de professionnalisation. Donc le financement est effectivement toujours quelque chose d'un petit peu délicat. Donc après, bon, il faudra voir avec Morgane, quoi, mais il peut y avoir via des organismes des fois des financements via des bourses en fait. En particulier, je crois que Campus France, il peut y avoir un peu de financement via Campus France des fois. Malgré tout, c'est pas forcément des financements complets, bien sûr. Des financements via des entreprises. Quelque part, quand vous venez de l'étranger, avec l'entreprise, vous serez sous le régime du convention de stage. Alors, à moins de pouvoir, pourquoi pas, c'est pas interdit, hein, de négocier un CDD, hein, c'est tout à fait envisageable. Tout se négocie avec l'entreprise, quoi. Mais ce qu'on observe, c'est que vous êtes plutôt souvent sous forme d'une convention de stage. Alors après, la rémunération, l'indemnité de stage se négocie aussi, mais elle ne permet pas de financer à la fois l'information et de financer aussi la vie, hein, parce qu'il faut quand même vivre sur place, hein, ça a un coût aussi.
Donc c'est vrai que c'est un dossier qui est un petit peu plus complexe à monter. Et ouais, il faut pas hésiter peut-être à des fois je dirais à prendre le temps, 1 an de plus peut-être s'il faut pour s'assurer du montage du dossier, parce qu'il faut bien voir que à la fin, de toute façon, vous ne pourrez être diplômé officiellement que si la formation a été intégralement réglée, quoi. Voyez. Donc après, ça crée des difficultés hein, quand vous voulez travailler en France et qu'il faut avoir des papiers. Parce que quand vous venez pour faire la formation, bah, vous avez un titre de séjour spécial formation. Après, si vous voulez travailler en France, il faut changer de titre de séjour. Et pour pouvoir changer de titre de séjour, il faut être diplômé officiellement. Et pour être diplômé, il faut aussi avoir réglé la formation. Souvent, vous avez des difficultés, vous pensiez pouvoir régler la formation et que votre business plan, finalement, vous pensiez l'avoir monté, ou alors on a cru que vous pouviez le monter. Donc, on arrive à des situations un petit peu difficiles où, pour pouvoir avoir un titre de séjour qui vous permette de travailler, il faut que la formation soit complétée et financée. Et comme elle ne l'est pas, on ne peut pas vous faire le papier, etc. Donc, non, il faut être vigilant et il faut bien blinder la chose. Nombre approximatif de candidatures retenues pour ce master spécialisé. Bah, pour vous donner, l'année dernière, on a eu beaucoup de candidats. On a eu un peu plus d'une centaine de candidatures et on a retenu on a une 32. promotion de 32 personnes. Voilà. Donc l'année dernière, on était à 30% de taux de sélection. Après, on va dire les années précédentes, c'est entre 30 et 40, allez, 30 et 50, on va dire. Alors, est-ce que j'ai du mal à lire les questions dans le. Est-ce qu'on peut venir chat. de l'industrie nucléaire afin d'exercer le métier du lead sales manager dans le secteur de nucléaire et prévoir une reconversion dans le renouvelable par la suite? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. On pourrait même dire par extension que c'est aussi ça hein, l'intérêt du master, c'est pour ceux qui sont déjà en poste de prévoir des reconversions. On a notamment des gens qui viennent des énergies fossiles qui peuvent venir sur ce master un peu dans la mouvance de ce que vous évoquez sur les ENR. Donc j'évolue dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 6 ans. Cette formation est-elle adaptée à mon profil? Je voudrais vraiment faire carrière dans les ENR. Après, faut voir un petit peu, je dirais, ça dépend de ce que vous faites actuellement et donc des compétences que vous avez. Et il faudrait évaluer un petit peu qu'on puisse voir quelles compétences complémentaires peut vous apporter la formation par rapport au projet que vous souhaiteriez avoir en termes de quand vous dites faire carrière dans les ENR. C'est à discuter au cas par cas, quoi. Mais certainement que la formation peut vous aider parce que, par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, il y a encore quelques années, le financement était entre guillemets assez simple dans le sens où vous aviez ce système de tarifs de rachat. Donc, il n'y avait pas tellement d'optimisation à faire, ou du moins l'optimisation, c'était surtout de trouver des sites qui permettaient d'avoir des taux de production importants, quoi. Et après, il n'y avait pas de réflexion à avoir sur la valorisation et la vente de cette énergie produite, puisque c'était le tarif de rachat. Aujourd'hui, le tarif de rachat, ça n'existe plus vraiment. C'est des systèmes d'appel d'offres, c'est des systèmes de complément de rémunération, c'est des systèmes dits PPA. Enfin bon, il y a énormément de solutions possibles. Donc là, c'est beaucoup plus complexe, effectivement, pour les opérateurs de trouver la meilleure façon de valoriser de la production ONR. Alors, on a des questions sur les stages. Est-ce qu'il y a un délai pour l'obtention du stage? Oui, bien sûr. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'avoir déjà trouvé pour candidater, pour être admis. Hein. Il y a un délai. Et la question suivante est liée à ça. Est-ce que l'école propose aussi des offres? Oui, on en propose, puisqu'il y en a qui nous arrivent automatiquement.
Maintenant, moi, je renvoie à la remarque de Marc tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que vous ne choisissiez pas un contrat et un stage pour sécuriser le financement, mais que vous en choisissiez un qui correspond à ce que vous voulez faire concrètement et à ce que vous voulez travailler pendant cette année. Donc oui, on a cette option sécurisation, mais on vous demande aussi, on vous préconise de faire aussi le job pour pouvoir avoir le choix et pas choisir quelque chose juste parce que ça vous assure le financement. Oui, nous, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui sont en contrat pro, c'est souvent des contrats pro qu'ils ont trouvés eux-mêmes. Alors en fait, en réalité, c'est chez les entreprises qui ont, pour certaines, ont l'habitude de prendre des gens chez nous, quoi. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'en gros, je pense à Engie et en particulier la division entreprises et collectivités, quand ils proposent si vous candidatez sur une offre de pricing, de choses comme ça, en disant que c'est pour faire la formation chez nous, bon, ben voilà, ça a un côté facilitateur, quoi. Après, nous, on a des personnes qui ont pris des gens dans la promo de cette année. Pour certains, ils vont, dès le mois d'avril, mai, déjà nous solliciter pour dire j'ai envie de prendre quelqu'un l'année prochaine, quoi. Donc, on va recevoir des offres. Parfois, on peut recevoir des offres un petit peu plus tardivement, c'est-à-dire à partir de septembre. Par exemple, en septembre, c'est une grosse période où on fait des soutenances de mémoire. Donc là, c'est l'occasion de rééchanger avec le tuteur, et c'est à ce moment-là que le tuteur peut nous dire, bah oui, tiens, on aimerait bien pouvoir reprendre quelqu'un comme ça a été fait cette année. Donc à ce moment-là, ils nous transmettent une offre et on peut la diffuser aux personnes admises dans la formation. Donc voilà, c'est un autre moyen pour vous diffuser des offres. Et sur la proportion d'étudiants jeunes diplômés parvenant à trouver une alternance, on peut dire 100%. Oui. Alors, ensuite. Oui, relevé de notre diplôme. Effectivement, les diplômes, ils arrivent généralement un petit peu après. Oui, il y a toujours des relevés de notes intermédiaires malgré tout. Voilà, vous avez quand même, parce que vous avez un bac plus 5, donc vous avez au moins les notes jusqu'à bac plus 4, quoi, voire même des fois le premier semestre de la 5e année. Oui. Donc, l'obtention de stage, oui, je pense que Malik va pas tarder à se connecter. Pour les étudiants en provenance de l'Afrique, sachant, ben voilà, Manik, qui sont généralement autorisés à être sur le territoire français 1 à 2 semaines seulement avant le début de la formation. Oui, après, aujourd'hui, tous les moyens techniques Internet permettent très bien de faire des choses à distance. On n'a pas besoin d'être sur place. Hein. Oui, vous On a pouvez le cas trouver cette année. des stages avant, hein. Ça n'empêche pas de faire des entretiens, etc. avant le début de la formation. Hein. Donc, Malik, on était en train de répondre aux questions dans le Oui, chat. bonjour, j'étais en ligne, c'est que j'avais pas encore activé la caméra. OK. Et ben, on vous laisse prendre la parole et peut-être faire un premier témoignage court de ce que vous avez envie de dire sur Ouais, ce qui vous a, vous, motivé à suivre la formation. Voilà, et ok. comment vous avez procédé pour trouver votre mission d'entreprise. Ouais. Voilà. Mhm. Ok, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Tin Malik. Je suis actuellement à la formation master spécialisé management des marchés de l'énergie. Donc, moi, j'ai plutôt un profil jeune diplômé, ingénieur en génie électrique, donc que j'ai fait à l'INSA de Strasbourg et je l'avais fait en alternance. Donc, j'ai travaillé sur les réseaux de distribution électrique, sur la conduite de réseau à Strasbourg Électricité Réseau. Donc, je connaissais un peu le domaine des énergies, mais plutôt partie ingénierie. Et donc, je travaille un peu sur l'intégration des génères, un peu l'achat de l'énergie, mais c'était pas mon corps de métier. Donc, j'ai voulu plus développer mes compétences dans le domaine plutôt les mécanismes qui régulent ce marché, la partie économique et tout ça, pour travailler après sur le développement de tout ce qui est projet énergétique. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai vu cette formation dont le catalogue
que j'avais vu correspondaient bien à mes besoins et que les cours proposés, c'était les compétences qui me manquaient, comme je le disais tout à l'heure, des compétences sur le marché de l'énergie, des compétences sur comment valoriser cette énergie sur le marché qui est actuellement libéralisé et aussi des compétences en management, des compétences sur le domaine du monde des affaires. Donc, lorsque j'ai été accepté pour cette formation, moi, j'ai eu à postuler à plusieurs offres. Donc, à travers les offres qui ont été proposées à Centrale Supélec, comme l'a dit M. Marc Petit. Donc, dès que j'ai postulé, au début, je cherchais, mais c'était pas trop réactif. Mais au moment où j'ai postulé directement sur les offres qui ont été proposées par Morgan Jeannet, j'ai vu que c'était très réactif. Et vite fait, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Donc, sur ça que j'ai été choisi sur 2 ou 3 postes. Et finalement, je suis parti sur l'offre que je travaille actuellement, qui est chez NG Entreprises et Collectivités. Donc là, je suis dans l'entité, tout ce qui est énergie renouvelable et nouveau business. Et je travaille actuellement sur le développement de l'offre énergie management avec le décret tertiaire. Donc actuellement, pour la formation en retour, moi je dis que c'est une formation qui est actuellement en phase avec mes attentes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les compétences qui me manquaient, c'était plutôt la partie d'abord production. J'étais sur le réseau, donc les productions et tout ce qui peut impacter cette partie production qui a de l'influence sur le réseau. Donc sur ça, on a des cours sur les différents types de production d'énergie, que ce soit du thermique, du solaire, des renouvelables et tout ce qui tourne autour. Et on a eu des intervenants qui sont des experts dans le métier, qui connaissent bien le domaine et qui nous apportent des questions qu'on se pose aujourd'hui. Soit je veux me lancer, j'ai des doutes sur ce secteur, c'est pas encore clair pour moi. Et ça, je trouve que c'est très bien. C'est des intervenants qui comprennent bien le métier et qui répondent à nos questions. Et aussi, là, on a commencé les cours sur tout ce qui est la deuxième phase, tout ce qui est la partie management, tout ce qui est le domaine des affaires, les négociations, les contrats. Et ça aussi, ça se passe pour l'instant très bien. Avec, c'était pas des compétences que j'avais, je découvre, mais je trouve que le lead m'est adapté et que ça me convient très bien. Côté promo aussi, le fait qu'on a des profils très variés, il n'y a pas que des ingénieurs, hein. Il y a des gens qui ont fait Sciences Po, il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce. Moi, cette mixité qu'on a, ça nous permet de voir la vision des autres quand on est en travail de groupe. Moi, j'ai un profil ingénieur, donc je suis souvent orienté vers les calculs, les domaines que je connais, mais il y a d'autres qui ont une autre vision, qui ont fait des écoles de commerce, et je trouve que ça, c'est très bien. On est complémentaires et c'est très bien sur les travaux qu'on fait au quotidien, tels que par exemple, sur pas mal de projets, quand on doit faire des business plans et trucs, nous, la partie technique, ça va très vite, mais la partie commerciale et analyse de données, où ça cale. Donc, c'est complémentaire sur ce point. Merci beaucoup, Ok, Malik. je ne sais pas si c'est clair. S'il y a des questions que vous avez pour moi ou des points à Alors, je vais éclaircir. regarder. On a beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'il y en a qui vous seraient plus dédiés? Les derniers sont arrivés, mais j'en vois Ouais. pas. On cherche dans les questions, hein, Malik. Ouais. Alors, autrement, sur les questions, donc bon, certains ont déjà été répondus. Là, je vois sur la toute dernière, donc les ratios jeunes diplômés, profil confirmé. Ouais. Là, alors j'ai refait la liste il y a un autre jour là sur la promo de cette année. Donc on a des en termes de profil expérimenté, on fait 3 catégories. On fait donc il y a jeunes diplômés, première catégorie, une catégorie qui est plutôt jusqu'à 10 ans d'expérience et une catégorie jusqu'à au-delà de 10 ans. Voilà, c'est pour faire quelque chose de simple. Dans la promo de cette année, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et puis ensuite, à peu près pareil, 5-6 à moins de 10 ans. Quoi. Ouais, c'est pareil, par exemple, moi, dans mon trinôme
de travail. Je suis avec Sophie qui a 10 ans d'expérience et Oui. avec Timothée qui en a presque 20 ans. Donc, on vient de secteurs différents et on voit l'expérience qu'ils ont sur le monde du travail, même si c'est pas forcément dans le secteur de l'énergie, et ça peut être, c'est très valorisant et c'est un plus pour moi, quoi. Oui, tout à fait. On en a 6 qui ont plus de 10 ans d'expérience cette année et 7-8 qui ont une expérience entre 6 et 7 ans. Mhm. Donc ça répond aussi à la question de la personne qui demandait si à 36 ans, avec 7 ans d'expérience, on pouvait postuler. Oui, bien sûr. Alors, quelqu'un qui dit quel est le planning du master pour un dossier déposé avant le 24 janvier, quelle est la date de rentrée visée? De toute façon, la date de rentrée du master, c'est toujours je ne sais plus si c'est le 20, 21, 22 septembre l'année prochaine. Bon, c'est toujours vers le 20 septembre. C'est un le lundi, donc lundi il de faut la regarder le première semaine calendrier de pour septembre. voir exactement. Après, c'est simplement que les admissions, en fait, se font au fil de l'eau. Donc, on a des commissions d'admission au fil de l'eau. Donc, la date du 24 janvier est calée par rapport à une commission après d'admission qui a lieu début février. Mais par contre, une petite précision, même si on se voit un petit peu après le 24 janvier, on a par exemple on a réservé avec Gaël une date pour faire passer des entretiens. Je crois que je ne sais plus si c'est le 26 ou 27 janvier. 27 peut-être, c'est ça? Je n'ai plus en tête. 28, d'accord, 28 janvier quoi. Ça ne veut pas forcément dire que le go-no-go interviendra dans jour même, votre journée dans la semaine. d'admission immédiatement après. Ça peut, parce que parfois suite à l'entretien, en fait, votre dossier est pas forcément, votre projet n'est pas forcément mûr, quoi. Voyez. Donc, si votre dossier n'est pas suffisamment mûr, je pense que vous pouvez peut-être prendre un petit peu de temps pour le mûrir. Parce que nous, si on doit donner une réponse absolument quelques jours après, la réponse risque d'être plutôt négative. Quoi. Donc, pour maximiser vos chances d'avoir une réponse positive, il vaut mieux bien mûrir votre projet. Donc, des sessions de recrutement, il y en a quand même pas mal sur l'année. Donc voilà, c'est un ensemble. Alors, je réponds en même temps à quelques questions. Contrat de professionnalisation obligatoirement ou contrat d'apprentissage? Non, forcément contrat de professionnalisation. Nous n'avons pas les agréments pour un contrat d'apprentissage. Et relever de notes quand on est expérimenté, si vous les avez, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas un point bloquant, absolument, bien évidemment. Je regarde s'il y a des questions qui sont plus aussi pour Malik. Alors, je vois, il y a une question, c'est qui montre dans le cadre du process de recrutement, bon, vous avez le dépôt du dossier, donc effectivement sur la plateforme en ligne, on vous demande un paiement de 250 €. Et puis ensuite, bon, il y a les entretiens. Et si vous êtes admis, effectivement, vous recevez un courrier comme quoi vous êtes admis et vous avez un délai pour confirmer votre admission, qui est, je ne sais plus, c'est 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Et en principe, vous devez effectivement la confirmation de l'admission et donc votre engagement à venir dans le master se fait au travers d'un premier paiement. Et effectivement, ça doit être un montant de 3 500 € d'après, je pense que quelqu'un met ça dans sa question, j'imagine que c'est la bonne valeur. Disons que si pour vous, c'est une façon de sécuriser votre venue, quoi. Après, je comprends très bien que en candidatant très tôt, si vous êtes admis, oui, après, vous êtes dans cette recherche de mission et que actuellement, on est encore assez loin du début du master, donc la recherche de mission, vous n'allez peut-être pas la trouver tout de suite. Donc, bon, après,
Bon, bah, si je dirais, si vous ne payez pas les 3 500 euros dans le délai C'est demandé, 1500 d'ailleurs, non? hein, je ne C'est sais pas plus si c'est 1500? 1500 ou 3 C'est 500, je ne sais 1500, plus très oui. bien. C'est peut-être 1500 en fait, ouais. Peut-être, ouais, plus. C'est vrai, 3 500, Oui, c'est c'est quand même bien beaucoup. 1500. C'est Oui. 1500, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est bien 1500, ouais. Bon, si vous ne payez pas dans le délai, vous pouvez payer un petit peu après, quoi. Ça me semble. Le risque pour vous, c'est simplement qu'en gros, si on avait beaucoup de candidatures très bonnes et qu'on, entre guillemets, on remplit la promotion dans l'entretemps, ça vous fait perdre votre admission, quoi. Voilà. Mais bon, après, de toute façon, c'est des choses qui se discutent, quoi. Qui se discutent. Oui, exactement. Voilà, on n'est pas non plus des. On est des êtres humains, il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est vrai que Alors, nous, on a besoin, à un moment donné, d'avoir une visibilité, quoi. Parce que bon, de toute façon, la promo, on la limite à une trentaine de personnes. Donc, cette année, ils sont 32. Voilà, on tourne autour de ce chiffre-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas arriver, on va dire, début septembre, 3 semaines avant le démarrage de la formation, avec personne qui n'a confirmé, quoi. C'est à la fois pas bon pour l'ensemble des personnes admises parce que euh, on va constituer une liste principale. Après, il y a une liste complémentaire, quoi, quelque part. Et donc, les personnes qui sont sur liste complémentaire ont aussi besoin d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer, quoi. Donc, tout le monde a besoin d'avoir de la visibilité dans cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Après, je comprends qu'effectivement, pour certains, des fois, l'engagement de 1500 euros peut être important. Euh, Surtout si tant que vous n'avez pas trouvé l'entreprise. Une fois que vous avez trouvé l'entreprise, c'est bon. Et je dirais même, une fois que vous avez trouvé l'entreprise, en principe, le dossier se met en place, etc. Et bien souvent, il n'y a pas besoin de payer les 1500. C'est directement l'entreprise qui le paiera, du moins quand c'est un contrat pro, quoi. alors, je prends les questions en espérant ne pas en oublier. Est-ce que la formation peut permettre de changer radicalement de carrière? Oui, dans certains cas, oui. Oui, oui. J'ai l'exemple, cite souvent, et c'était quelqu'un dont le poste était affiché dans le transparent. C'est une personne qui a fait, j'étais encore sur son profil LinkedIn ce matin, là, qui a peut-être bien fait 10 ou pas loin de 15 ans, en fait, avant de venir faire la formation. Donc, c'était il y a quand même maintenant, ça fait 10 ans qu'elle a fait la formation. Mais avant de venir faire la formation, elle a fait 15 ans dans le monde du luxe, chez LVMH et différentes boîtes de ce type-là. Et après, elle a fait un virage complet pour aller dans le domaine de l'énergie, quoi. Donc, c'est peut-être Ouais. le changement le plus important qu'on ait pu voir, quoi. Oui, puis on a eu l'année dernière un étudiant qui venait de la marine marchande. Il venait bien de la marine marchande. Oui, oui. Mais après, ça restait quand même, je crois, un profil ingénieur, quoi. Oui, il était Alors que là, profil la personne était un d'ingénieur. profil école de Ouais. commerce, voilà, à la fois en termes de profil et en termes de, Oui, de mais c'est quand domaine, même de un secteur. gros changement de carrière parce qu'il est passé de profil ingénieur à business développeur Mm. dans dans une petite boîte qui développe de l'éolien et du solaire. Oui, oui, effectivement, oui. Donc un sacré changement aussi Mm. en termes euh, et d'univers et de contenu de mission. Alors les questions, je regarde s'il y en a encore sur lesquelles. Non, on n'a pas. On nous demande si on a des affiliations avec les universités américaines. Non, non. Non, effectivement, là, il y a une question. Si on doit confirmer notre admission dans une période de 3 semaines, cela veut dire que juste après avoir été accepté, on doit chercher une alternance. Euh, Bah, il faut c'est ce même que chercher j'expliquais avant, tout hein. à l'heure, c'est qu'en fait, c'est juste une question de risque. Est-ce que vous prenez le risque ou est-ce que vous prenez pas le risque, hein, voyez. Et la Mais on n'est somme pas de obligé 1500 d'attendre d'être peut-elle admis être hein, réglée par pour l'entreprise? chercher. Oui.
Voilà pour les dernières questions. Parcours. Est-ce que c'est plus difficile pour les personnes en reconversion d'avoir des missions? Oui. Clairement, Oui, oui. un petit peu, ouais. Il faut donc c'est quelque chose qu'il faut commencer assez tôt parce que bah voilà, c'est à la fois il y a beaucoup de contrats pro proposés parce que c'est avantageux pour les entreprises et puis que les entreprises sont traditionnellement plus frileuses à prendre un expérimenté qu'à prendre un jeune bac plus 5 qu'elle peut encore formater comme elle le veut. Bon, c'est un peu résumé ce que je dis, mais oui, concrètement, c'est plus difficile. On va pas le cacher. On a toujours trouvé, hein, pour autant. Oui, oui, malgré tout, oui. Alors oui, une question, si nous avançons les 1 500 €, sont-ils remboursés par l'entreprise une fois trouvés? Alors en fait, dans le cadre d'un contrat pro, ce qui se passe, c'est que vous payez les 1 500 € à Centrale Supélec et en fait, l'entreprise, elle paiera de son côté la formation et donc c'est Centrale Supélec qui vous remboursera les 1 500 €, quoi. Après, c'est un peu de process administratif qui est pas, qui a encore besoin d'être un peu fluidifié chez nous, quoi, mais c'est comme ça. C'est pas l'entreprise qui vous rembourse en fait. Alors, Malik, il y a des gens qui vous remercient. Ah, Important. plus de rien, ouais. Merci. Ok, ça on a traité. La somme Alors de sur les 1500. prochaines sessions d'admission, ça il faudra voir avec Morgane ou Nicoletta. Là, je les ai pas en tête. Donc on a à peu près une commission d'admission, je crois, grosso modo toutes les 6 semaines. Donc, ça doit tourner à peu près à cette fréquence-là. Pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Des informations sur les salaires moyens à la sortie de la formation. Non, on doit refaire des calculs bientôt. Oui, Donc, oui. on saura vous répondre à un prochain webinaire. J'ai pas les derniers chiffres en tête, en fait. Ouais. Est-ce que la formation peut nous permettre de négocier des contrats de vente, des EPR, des appels d'offres à ce niveau de grands projets? Vous n'allez pas y aller tout seul en slip. Hein. Oui, c'est ça. En fait, oui, fondamentalement, parce que les techniques qu'on travaille en termes de négociation de droit des contrats restent les mêmes, que l'appel d'offres ou que la négo porte sur 50 K euros ou qu'elle porte sur des milliards. Sauf que quand vous allez négocier un EPR, vous n'irez jamais négocier tout seul. Ça se négocie pas à votre niveau, quoi. Donc, Et en plus, oui, clairement. C'est donc bon. c'est de la géopolitique. Ou alors l'entreprise est très inconsciente. En résumant. Oh, oui, quelqu'un qui nous dit si on postule fin janvier, on a aux environs de fin février pour valider notre candidature. Oui, non, parce que on ne peut pas toujours vous répondre aussi clairement. Hein. C'est-à-dire que si on vous voit par exemple le 28 janvier, on ne va pas tous vous dire oui, non de suite. Et parfois, on vous demande aussi de maturer un petit peu, de commencer à faire des recherches. Donc, on peut très bien ne confirmer votre admission qu'un mois après. Ce qui recule d'autant, du coup, votre deadline, vous, pour les fameux 1 500 €. Mais vraiment, le conseil, c'est, même si le gros des offres n'est pas forcément encore sorti, commencez à chercher vos missions dès maintenant. Parce que ça sera forcément tout bonus pourvu. Et en cherchant, c'est l'occasion comme ça de voir à la fois de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, de voir ce que les entreprises commencent à proposer et est-ce que les missions qu'elles proposent, est-ce que ça vous parle? Comme ça, vous travaillez un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces missions-là.
Et donc, ça vous permet, quand vous arrivez sur l'entretien, d'avoir un peu plus de maturité, on sent, et donc de mieux savoir ce que vous voulez faire. En même temps, au travers de l'échange, nous, on peut vous aider à avancer sur votre réflexion, quoi. Quelque part, l'échange sert aussi un petit peu à ça, mais je dirais presque, ça sert à rien de faire la candidature et d'avoir l'entretien si au final vous n'avez pas travaillé votre dossier et que vous arrivez en étant sec, quoi. Du genre, il y avait de la lumière, je suis rentré parce qu'a priori la formation est intéressante et va pouvoir me permettre d'avancer, mais bon, il va encore faut-il que vous sachiez où vous avez envie d'aller, quoi. Ok. Je me permets juste d'apporter un exemple sur la question qui a été posée concernant est-ce que les missions que vous avez ont des opportunités en lien avec l'Afrique. Donc, pour cela, on peut citer le cas de Cyriane qui travaille chez Général du Solaire. Oui. Pour elle, sa mission, ça concerne à travailler sur le développement des smart grids, les réseaux isolés dans les zones où le réseau n'est pas trop développé en Afrique. Donc, c'est des projets de petites centrales solaires qui vont venir alimenter des villages qui sont loin du réseau où encore l'infrastructure de distribution n'est pas vraiment développée. Donc, il y a un lien avec la formation et ça correspond bien à des opportunités. Et ces types de projets, il y en a beaucoup. J'en ai vu beaucoup en Afrique actuellement. Surtout, il y a une entreprise qui s'appelle NG Energy Access qui travaille beaucoup en Afrique. Ils sont basés ici. EDF Renouvelable aussi, qui ont pas mal de projets de solaire de ce type. Et par exemple aussi Green Yellow, ils ont récemment installé une centrale de solaire à Burkina Faso. Donc, Voilà, sur vous le avez quand même côté beaucoup solaire, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont qui développent en fait finalement des business units dédiés à l'Afrique et pour améliorer l'électrification en Afrique. Est-ce que être expérimenté dans le domaine de l'énergie est un avantage pour la candidature? Oui et non, puisque l'objectif aussi est de permettre pour certains une reconversion, hein. Donc ni plus ni moins. Après, il faut bien mesurer ce que, disons, vous partez avec un background dans ce cas-là qui est plus important. Donc, il faut voir ce que vous venez de rechercher, ce que vous venez chercher en plus dans la formation, quoi. Parce que c'est nous, à la fois notre intérêt, votre intérêt, c'est pas et Oui. pas de venir faire la formation si finalement entre guillemets vous avez déjà toutes les composantes, quoi. Donc, il faut quand même que la formation vous apporte quelque chose, quoi. Alors, est-ce qu'il existe des mécanismes d'accompagnement à la création d'entreprises dans le secteur de l'énergie? Alors, je ne sais pas si la question est dit implicitement dans le cadre du master. Oui, parce qu'au niveau des écoles, et c'est le cas à Saint-Tropez, mais comme ça l'est dans beaucoup d'écoles de maintenant, vous avez des incubateurs. Donc, effectivement, il y a des possibilités offertes. Et d'ailleurs, l'année dernière, oui, c'est dans la promo de l'année dernière, il y a une personne qui a monté une entreprise avec d'autres personnes qui ne sont pas du master. Et ils se font accompagner par, je crois que c'est par l'incubateur de l'école polytechnique, il me semble, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, voilà, il y a effectivement des possibilités, quoi. Après, bon, bah, il faut travailler le sujet, quoi. Est-ce qu'on a des questions qu'on n'aurait pas traitées du tout? Alors, par rapport à la question, effectivement, tout à l'heure de la personne qui parlait de l'EPR, là, de projet type EPR, là, effectivement, la question était un petit peu plus précisée. Oui, bien sûr. Donc, la réponse est oui pour ça. Bien sûr, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà. Et clairement, ça ne va pas vous permettre de négocier en autonome, mais ça va vous permettre effectivement de participer au processus parce que vous aurez compris ce que ça veut dire effectivement. C'est ce que vous dites, hein, de comprendre, d'avoir des compétences de négo, de préparation des contrats,
de chiffrage, etc. Et de travail en mode projet également. Oui, bien sûr. Et ce matin même, on est en cours d'engagement d'affaires, de négociation. Oui, là, vous êtes en amont de la négo pour l'instant, Malik, bien avant. Oui, c'est ça. Oui. La négo, ça arrivera, c'est au mois de... On le voit à la toute fin, la négo, c'est vers le mois de mai-juin. Ouais. Je ne vois plus de questions en suspens, il me semble. Non. Est-ce que j'en ai oublié? Je vérifie. Je pense qu'on a fait le tour. Durée de la formation, 1 an. Voilà, 1 an. Donc 1 an pour les cours, la partie cours proprement dit. Par contre, pour la mission d'entreprise, si jamais, par exemple, ça arrive, en particulier des fois quelques profils en reconversion, c'est un peu plus difficile de trouver, ça peut être plus difficile de trouver la mission, alors la mission qui vous convient, etc. Ou des fois vous avez un peu plus d'exigences, on va dire. Et puis, ou alors si vous souhaitez aller faire une mission à l'étranger, hein, donc bah, la mission à l'étranger, en parler avec les cours, c'est quand même pas le plus pratique. Hein. Donc là, il y a la possibilité est donnée que la mission, quelque part, se fasse après les cours, quoi. Une fois que les cours sont terminés. Et donc, en réalité, quand vous rentrez dans la formation, vous avez 24 mois pour en sortir. Et 24 mois, ça ne veut pas dire que vous pouvez étaler les cours sur 2 ans, non. Les cours, c'est sur les 12 premiers mois, mais c'est la possibilité que la mission se fasse un peu en décalé, quoi. Vous avez cette souplesse-là. Bon, qui est assez peu utilisée, mais qui peut, selon des cas particuliers, qui peut être intéressante. Bon, bah, écoutez, je vous Oui, sur propose... les stages, le montant des indemnités de stage, bah, c'est assez, je dirais, variable. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, ce qu'on observe sur les stages ingénieurs de fin d'études, il y a un an d'écart, vous voyez, mais les stages ingénieurs de fin d'études, on observe des choses qui sont plus autour de 1300, 1400 euros par mois. Alors, c'est des indemnités de stage. Il faut bien voir que les indemnités de stage, c'est la somme là de 1300, 1400 euros par mois. C'est une somme si vous êtes à 100% en stage. Donc là, vu que vous êtes en entreprise en parallèle avec les cours, donc les mois où vous avez des cours, bah, vous avez un peu moins parce que en fait, derrière cette indemnité, c'est plutôt une indemnité journalière quoi, qui se cache. Après, rien ne vous empêche de négocier une indemnité de stage plus importante. C'est pas, on voit un certain nombre de choses autour de 1300, 1400. On observe aussi que les cabinets de conseil payent mieux, quoi. Mais voilà, donc. je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors un an. Alors là, quelqu'un dit, c'est donc 1 an en formation et 1 an en entreprise, si j'ai bien compris. Alors Non, en c'est fait, en même temps. Hein. attends, il faut faire attention parce que si on prend un contrat pro, effectivement, le contrat pro est signé pour 1 an, quoi. Mais c'est en parallèle, quoi. Je veux dire, hein, vu que la formation, c'est 3 jours de cours toutes les 2 semaines à peu près, donc c'est 60 jours de cours qui s'étalent du 20 septembre à début juillet. Et en parallèle, vous faites la mission d'entreprise, quoi. C'est pas l'un derrière l'autre, hein. Qu'il n'y ait pas de. Vous n'avez pas fait de débouchés dans les banques? Il y en a. Après, il faudrait vraiment, quitte à discuter avec Morgane Jaunet avant que vous candidatiez, hein, pour la personne qui a posé cette question. Peut-être que vous nous disiez un petit peu plus, mais pas dans ce webinaire. Hein. Cette année, dans la formation, on a quelqu'un qui est à la Banque Populaire, hein, si je ne dis pas de bêtises, et justement sur des questions de financement de projets renouvelables, quoi. Oui. Donc, tout dépend de où vous en êtes. Et ça, il faut vraiment que vous... là, ça se creuse, cette question. Mais dans l'absolu, il y en a. Hein. Voilà.
Alors, quelqu'un dit comment approcher une entreprise pour une mission si on ne sait pas si on sera pris par la suite dans le master. C'est pas un problème. Alors, oui. Alors après, généralement, quand vous faites si vous candidatez, on va vous donner un entretien. Vous pouvez toujours dire que voilà, vous avez candidaté, vous avez un entretien, alors soit qui a déjà eu lieu, soit qui est programmé, voilà, que vous êtes dans un processus de recrutement. Maintenant, effectivement, une fois que la décision d'admission est donnée, effectivement, ça permet d'aller plus loin, je comprends. Ok, peut-on rencontrer? Bon, pour les questions sur les difficultés à trouver une entreprise d'accueil, c'est quand même assez limité, hein. Tout le monde trouve. Peut-on faire le stage après la formation? C'est pas l'objectif. Une question, est-ce que la formation peut nous permettre de créer une entreprise de développement de projet parc éolien depuis la prospection du site, etc., jusqu'au closing financier et début de chantier? Disons que dans un certain nombre d'éléments qui vont être vus, vous allez y retrouver certaines briques que vous évoquez là. Après, c'est à vous de mettre les briques ensemble, quelque part. Ouais. Vous n'aurez pas non plus toutes les briques, donc je pense que ça peut être intéressant d'accompagner si vous avez ce projet personnel-là, de l'accompagner d'une mission d'entreprise chez un développeur. Et on a des contacts, puisqu'on a des anciens qui sont chez des développeurs de projets, quoi. Voilà. Alors, je pense entre autres, on a un intervenant dans le domaine de l'éolien plutôt onshore qui a longtemps travaillé sur du développement de projets éoliens, quoi. Donc voilà, qui est en mesure de vous apporter des éléments. On a une personne qui intervient sur du financement de projet et qui, entre autres, s'occupe de financement de projet aussi bien renouvelable qu'en entreprise, et aussi dans le passé avait eu une carrière dans la banque, dans le financement de projets renouvelables. Voilà. Donc vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Maintenant, vous n'aurez pas l'ensemble clé en main, quoi. Parce qu'on ne peut pas délivrer des ensembles clés en main pour tout le monde, pour chaque cas particulier de projet, quoi. Ah, entre le sourcing et le pricing, c'est un petit peu lié, quoi, mais je serais tenté de dire que le pricing, il va être, il est plus tourné vers le client, quoi. Vous faites un pricing pour le client compte tenu des caractéristiques de profil de consommation du client. Et le sourcing, c'est plutôt en tant que fournisseur, bah là, vous devez aller sur les marchés et optimiser vos achats sur les marchés entre des contrats long terme, des contrats court terme. Voilà, quoi. Et on est en plein dedans actuellement, hein, vous avez actuellement, vous avez quand même des fournisseurs alternatifs pour certains qui sont de petite taille, qui sont en difficulté parce que ils n'avaient pas suffisamment acheté sur les marchés à terme, quoi. Bon, là, je crois qu'on a traité toutes les questions et je crains que l'outil s'arrête très bientôt puisque nous arrivons au terme de l'heure et demie. S'il restait des questions en suspens, n'hésitez pas à les poser via Morgane. Un grand merci à Malik qui peut repartir suivre le cours ou aller faire la pause avec les collègues. Merci beaucoup. Et nous vous remercions et nous vous disons à bientôt. À bientôt, effectivement, pour ces phases d'entretien. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.